Bonjour à tous, alors je suis Noémie Gilliotte, rédactrice en chef du magazine Direction, et vous ne me voyez pas, alors c'est pas un peu de teasing, il n'y a pas de surprise particulière qui est prévue, mais on a pris un peu de temps pour, on a quelques minutes de retard pour démarrer parce que, voilà, petit problème technique, ça arrive, mais on va s'adapter. Heureusement, vous avez vos principaux interlocuteurs qui sont bien visibles et audibles, et d'ailleurs j'espère bien que je suis audible également, même si vous n'avez pas le plaisir de me voir. Donc, pour ce nouveau rendez-vous du Social Club organisé par Direction avec le cabinet Picard Avocat, nous avons l'honneur donc de voir et d'entendre pour faire ce récap de l'actualité en droit social pour les directeurs et cadres du secteur social et médico-social, Stéphane Picard et Cécile Noël qui se sont répartis la lourde tâche de rassembler les dernières actualités sur le sujet pour vous. On commencera avec Cécile Noël qui fera un petit récap de l'actualité légale, réglementaire et conventionnelle, même si sur ce dernier sujet, apparemment, elle ira un petit peu vite, mais en tout cas, on arrive au bon moment pour décrypter, en tout cas évoquer la parution au JO ce matin d'un texte en particulier. Et je pense que tu as intégré ça, Cécile, n'est-ce pas? Dis-moi oui. Bien sûr, je n'en attendais pas moins. Et ensuite, Stéphane prendra le relais pour notamment un petit focus sur des jurisprudences particulièrement importantes pour vous. Et ensuite, on ouvrira sur la question du CSE, des élections professionnelles. Autre sujet d'actualité. Avant de leur donner la parole, juste un petit rappel, on prendra vos questions peut-être juste après la séquence de Cécile, une première partie, et ensuite à la fin, après la séquence de Stéphane. Si vous avez des questions, vraiment écrivez-la dans la séquence questions. C'est là qu'on ira les voir et les sélectionner. Et puis, j'en profite pour vous dire aussi qu'il y aura un replay que vous recevrez à la fin et vous pourrez à nouveau avoir le plaisir de ne pas me voir, mais d'avoir le contenu que vous ont préparé Stéphane Picard et Cécile Noël. Voilà, bah, écoute, je te laisse la parole tout de suite, Cécile. Je te laisse prendre le relais. Merci beaucoup Noémie, bonjour à tous. Donc je ne suis pas cachée, contrairement à Noémie, j'espère que vous me voyez et m'entendez surtout bien, c'est l'essentiel. Merci Noémie pour cette introduction toujours parfaite. Alors l'idée aujourd'hui, c'est qu'on puisse un petit peu balayer rapidement les dernières actualités légales, réglementaires. C'est des actualités dont vous avez tous entendu parler, que ce soit sur LinkedIn, sur Google, peu importe, entre vous. Je pense évidemment à la présomption de démission, je pense au CDD multi-remplacement par exemple. On a finalement eu des lois assez importantes qui sont tombées ces derniers mois et on est resté comme toujours dans l'attente des décrets d'application. Et donc, on a eu une période de stand-by de 3-4 mois là, depuis le mois de décembre 2022. Et on commence à voir les projets de décrets diffusés et certains décrets, et notamment celui sur le CDD multi-remplacement, publié ce matin. Alors, je vais commencer par la première actualité légale dont vous avez tous entendu parler, c'est la loi marché du travail. Alors, cette loi marché du travail, elle contient tout un tas de dispositions censées favoriser le plein emploi. Et parmi ces dispositions, il y en a une qui a fait un écho particulier parce qu'elle a été soumise à de gros débats parlementaires, elle ne fait pas consensus au niveau de la partie patronale et de la partie syndicale quand il y a eu des discussions sur ce projet de loi. C'est la question de la présomption de démission en cas d'abandon de poste. Alors, simplement pour recontextualiser, l'abandon de poste, vous savez tous ce que c'est, concrètement, c'est l'hypothèse où un salarié ne se pointe plus du jour au lendemain à son poste de travail. Ce qu'il y a, c'est que l'abandon de poste, il n'est pas défini en fait dans le Code du travail. Le Code du travail, il vient vous définir ce qui est une sanction, mais il ne vient pas vous définir ce qui est une faute. Donc, jusqu'à aujourd'hui, quand on avait un abandon de poste, qu'est-ce qui se passait? On licenciait le salarié pour faute grave, et puis le salarié n'exécutait pas de préavis, il n'en bénéficiait pas non plus, et par contre, il bénéficiait des indemnités chômage. Pourquoi? Parce qu'il était licencié. Pourquoi on en est arrivé à cette mesure législative? Certains députés ont considéré qu'il n'était pas forcément juste et incitatif qu'un salarié qui abandonne son poste et qui est donc licencié pour faute grave se retrouve finalement mieux traité qu'un salarié qui démissionne en bonne et due forme et qui, lui, doit exécuter un préavis et se retrouve surtout non bénéficiaire de l'allocation de retour à l'emploi. On a eu cette loi qui est entrée en vigueur, alors de mémoire le 22 décembre 2022. Le problème, c'est que pour que cette disposition relative à la
présomption de démission en cas d'abandon de poste entre en vigueur, il faut que son décret d'application soit publié. Normalement, on aurait déjà dû l'avoir aujourd'hui pour ce social club. Ce qui s'est passé, c'est qu'un projet de décret a fuité. Il a été soumis à la commission nationale chargée justement d'évaluer et d'étudier les projets de décret. Les partenaires sociaux ont fait part de leurs observations et le ministère du Travail a indiqué « on veut tenir compte des observations qui nous ont été formulées et donc on va décaler de quelques semaines la publication de ce décret ». Donc, normalement, ce décret il devait tomber soit cette semaine, soit la semaine prochaine, en tout cas courant du mois d'avril. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, la présomption de démission en cas d'abandon de poste n'est pas encore en vigueur. La loi est en vigueur, mais faute de décret d'application, vous ne pouvez pas la mettre en œuvre. Donc attention, tant que vous n'avez pas nos communications sur LinkedIn ou toute autre communication qui vient vous dire feu vert, le décret est publié, attention, vous restez sur ce qui se faisait avant. Si j'ai un abandon de poste, eh bien, je le traite comme je le traitais jusqu'alors, le cas échéant vient en licenciement pour faute grave. Alors, qu'est-ce que va prévoir ce système de présomption de démission? Eh bien, lorsque le salarié va être en situation d'abandon de poste, l'employeur va devoir le mettre en demeure. Alors, le texte vous dit par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge. Alors, on aime bien le système de lettre mise en main propre quand on est face à un salarié qui est en abandon de poste. En pratique, ça va se faire par lettre recommandée. Ce qui va se passer, c'est que l'employeur, au sein de cette lettre recommandée, va devoir constater l'abandon de poste depuis telle date et mettre en demeure le salarié de reprendre son poste de travail en lui laissant un délai de prévenance avant, du coup, d'avoir une présomption de démission. Le texte, le décret, est censé nous indiquer quel est le délai minimum, finalement, que l'employeur doit laisser au salarié. Alors, le projet de décret prévoit un délai de 15 jours. On ne sait pas s'il sera conservé. En tout cas, aujourd'hui, c'était le timing qui était prévu. Donc, le salarié est en situation d'abandon de poste. L'employeur adresse une lettre recommandée avec avis de réception constatant cet abandon de poste et enjoignant au salarié de reprendre son poste de travail et lui indiquant qu'à défaut de réponse sous tant de jours, eh bien, il serait présumé démissionnaire. Alors, ça a quoi comme conséquence, cette présomption de démission? Premièrement, et c'était d'ailleurs l'objet même de cette loi, l'absence de bénéfice des indemnités chômage. Donc ça, c'est le premier point côté salarié, finalement. Mais finalement, on se rend compte que cette loi, elle va avoir d'autres incidences en droit du travail, pour l'employeur également, qui sont aujourd'hui pas forcément tranchées, et qui, à notre sens, vont pouvoir potentiellement être source de contentieux. Pourquoi? Ce que vous dit également la loi, c'est que le salarié a la possibilité, s'il conteste la présomption de démission qui lui a été imputée, il a la possibilité de saisir le conseil de prud'homme. Ça, oui, comme toute rupture de contrat, il peut saisir le conseil de prud'homme. Le texte vous prévoit une saisine en bureau de jugement direct avec un délai pour statuer d'1 mois. Alors, en pratique, c'est quasiment jamais respecté par les conseils de prud'homme, mais en tout cas, on est sur une procédure qui est relativement accélérée. On aura donc un contentieux qui sera potentiellement latent, c'est-à-dire qu'en tant qu'employeur, vous allez notifier aux salariés ces documents de fin de contrat, vous allez déclarer à Pôle emploi sur l'attestation Pôle emploi, et là, à voir s'il y aura une petite case spécifique ou s'il faudra cocher démission. Donc là, on attend de voir si elles seront actualisées ou pas. Mais on aura la case démission, finalement, qui aura été cochée, et ça sera au salarié de venir contester. Mais ça veut dire aussi que s'il conteste, il aura la possibilité de démontrer que son abandon de poste, finalement, était justifié. Justifié par quoi? Potentiellement par des manquements qu'il imputait à l'employeur. Et là, on revient sur tous les débats qu'on a avec la prise d'acte et avec la résiliation judiciaire. Il pourrait aussi venir dire je ne pouvais pas informer mon employeur parce que concrètement, j'étais hospitalisée. Donc finalement, mon silence était justifié. Et comment ça se passe si demain, on a un salarié qui vient nous dire en fait, j'étais hospitalisée, j'étais dans le coma pendant 2 semaines, 3 semaines, je n'ai pas pu répondre. Je reviens et je constate qu'on a rompu mon contrat de travail et que je suis présumée démissionnaire. Dans cette hypothèse-là, le gros risque pour l'employeur, c'est que le licenciement, la rupture du contrat, la présomption de démission ne fonctionne plus, que la démission ne soit pas qualifiée comme telle et qu'on soit plutôt sur une requalification, un licenciement injustifié, voire même nul si on est sur des questions liées à l'état de santé. Donc, on voit qu'il va y avoir des questions qui vont se poser sur cette question de qualification de présomption de démission, parce que le texte prévoit bien que c'est une présomption simple qui peut être renversée par le salarié. Donc ça, c'est le premier point, un risque quand même pour l'employeur. Concernant le salarié, il y a un autre point qui est en stand-by, c'est que au-delà de la question des indemnités chômage, quand vous démissionnez d'un poste de travail, vous êtes censé effectuer un préavis. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans certains secteurs où l'abandon de poste était assez important, je pense par exemple à la restauration, on a beaucoup d'abandon de poste. Pourquoi? Parce qu'en étant licencié pour faute grave, on n'a pas de préavis exécuté. Donc c'était finalement la facilité pour le salarié qui avait trouvé un nouvel emploi, qu'il ne voulait pas
exécutait son préavis et qui donc abandonnait son poste. Là, aujourd'hui, ça veut dire aussi que corrélativement, l'employeur pourrait, en présence d'un abandon de poste qualifié de démission, eh bien, solliciter le préavis du salarié. Ça veut dire aussi que l'employeur pourrait saisir le conseil de prud'homme, comme en matière de prise d'acte, comme en matière de résiliation judiciaire. Alors, pas résiliation judiciaire parce que le salarié n'est pas démissionnaire, mais en matière de prise d'acte, si la prise d'acte est qualifiée de démission, le salarié doit le préavis. Et on a au cabinet des contentieux sur ce sujet. Donc, quand le salarié prend acte de la rupture de son contrat et agit dans le conseil de prud'homme, nous, en défense, on vient contester cette prise d'acte, on vient demander à ce qu'elle soit qualifiée de démission, et surtout, on vient demander le remboursement des 1, 2, 3 mois de préavis qui auraient dû être exécutés. Donc on se rend compte que pour le salarié, il y a quand même un risque qui est assez conséquent au-delà de la seule question des allocations chômage. Et nous, en tant qu'avocats, on sait que dans le cadre de contentieux, on va avoir une crispation, en tout cas des demandes qui vont se faire sur ce type de sujet. Alors, on verra de toute façon ce qu'il en sera en termes de jurisprudence, en termes de contentieux. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, on n'a pas d'obligation pour l'employeur de licencier quelqu'un pour faute grave, pour abandon de poste. On n'a pas l'obligation de mettre en demeure un salarié. Finalement, on pourrait laisser la situation perdurer. Et la question qui peut se poser, c'est est-ce que les directions des ressources humaines vont se saisir de ce nouveau dispositif ? Ou est-ce que, contrairement, en continuité de ce qui se faisait avant, on va continuer à faire du licenciement pour faute grave ? On n'a pas la réponse aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le plus sécurisé ? On n'a pas la réponse aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'on est sur un nouveau dispositif sur lequel on n'a aucun recul. À notre sens, il va y avoir aussi une autre conséquence de ce dispositif, c'est sur la négo. Parce que avant, l'abandon de poste était aussi très pratique quand on voulait négocier un départ. On le sait, la rupture conventionnelle coûte cher, d'autant plus depuis que les accords nationaux interprofessionnels sont applicables dans le secteur et ont été agréés. Je pense à ceux qui sont sous convention collective du 15 mars 66 notamment, avec une indemnité conventionnelle de licenciement qui est quand même bien plus favorable que ce que prévoit la loi. Et bien en matière de rupture conventionnelle, l'indemnité coûte cher. Donc c'est aussi plus compliqué aujourd'hui de négocier des ruptures conventionnelles. On a un forfait social qui aujourd'hui est de 20% aussi pour l'employeur. Donc pour éviter d'avoir à payer tout ça, la solution quand c'est le salarié qui veut partir, c'était d'être sur une situation d'abandon de poste, licenciement pour faute grave, et puis on concluait une transaction derrière. Moi, de ma lecture, ça ne va pas changer. C'est-à-dire que si on veut continuer ce genre de schéma, au lieu d'avoir un abandon de poste, ça sera un licenciement pour faute grave et on va invoquer tout autre motif complètement bidon. Et j'ai presque envie de vous dire, un salarié qui demain va se faire licencier pour faute grave parce qu'il aura insulté son supérieur hiérarchique sera potentiellement mieux traité, en tout cas sur les questions d'allocation chômage, qu'un salarié qui a été en situation d'abandon de poste. Donc sur la négo, ça ne changera rien. Petite précision sur la rupture conventionnelle, j'en profite pour rebondir. On a promis, on n'évoquera pas la question de la réforme des retraites aujourd'hui. Le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision demain. Mais pour information, parmi les dispositions de la réforme des retraites, il y a des dispositions qui concernent la rupture conventionnelle. Et sachez qu'à partir de septembre 2023, si le texte est confirmé en l'état, on n'aura plus de forfait social de 20%, mais une contribution à la charge de l'employeur égale à 30%. Donc la rupture conventionnelle va coûter encore plus cher qu'avant. Et donc le risque aussi, c'est qu'on en ait de moins en moins. Donc avoir cette articulation entre présomption de démission, rupture conventionnelle, mais en tout cas, aujourd'hui, on est en pleine incertitude. Alors sur cette loi marché du travail, vous l'avez certainement vu, on a une autre disposition qui concerne, là encore, les salariés et les allocations chômage. C'est l'hypothèse où un salarié qui est en CDD et qui refuse plusieurs fois l'octroi d'un CDI qui lui serait proposé par l'employeur, il se verrait supprimer ses allocations chômage. Alors là encore, je ne m'étends pas trop sur cette disposition. Pourquoi ? Parce qu'on attend encore un décret d'application qui n'est pas encore prévu, qui n'est pas encore publié. Et surtout, on ne sait pas quelles seraient les sanctions pour l'employeur qui ne préviendraient finalement pas Pôle emploi du fait qu'un CDI a bien été proposé aux salariés. Donc là encore, incertitude sur ce dispositif-là. Le fait est qu'à date, la loi ne prévoit aucune sanction et il est très probable que si jamais vous proposez au salarié qui est en CDD à l'issue un CDI et qu'il le refuse, beaucoup d'employeurs ne vont pas avoir l'initiative d'en informer spontanément Pôle emploi. Donc là encore, soyez vigilants sur le contenu du décret qui est à paraître, mais potentiellement une obligation supplémentaire sera mise à la charge des employeurs. Dernière disposition essentielle de cette loi marché du travail, Noémie a amorcé le sujet, c'est la question du CDD multi-remplacement.
Alors, ce CDD multi-remplacement, il avait été inauguré il y a maintenant 3-4 ans. Le problème, c'est que c'était une expérimentation et qu'à l'époque, le gouvernement avait mis plus d'1 an à sortir le décret. Donc, au final, l'expérimentation a duré à peine 1 an. Elle est tombée en pleine période de Covid, ce qui fait que finalement, le secteur qui était concerné par l'expérimentation s'en est globalement assez peu saisi. Le ministère du Travail devait normalement diffuser une foire aux questions, comme il a maintenant l'habitude de le faire sur ce sujet-là. 2020-2021 est arrivé et le ministère du Travail a eu bien d'autres foires aux questions à rédiger, donc c'est passé complètement à la trappe. La loi marché du travail remet en place cette expérimentation et pour information, le décret qui vient permettre de mettre en œuvre ce dispositif a été publié au journal officiel ce matin. Ça veut dire qu'il entre en vigueur demain et pour une durée de 2 ans, puisque c'est une expérimentation. Donc pendant 2 ans, vous allez pouvoir dans le secteur expérimenter les CDD multi-remplacements, c'est-à-dire un seul CDD, une seule embauche en CDD pour remplacer plusieurs salariés absents. Ça peut être par exemple une embauche à temps plein pour remplacer 2 salariés absents à temps partiel. Là, ça sera assez intéressant de voir les modalités qui seront précisées par le ministère du Travail dans sa foire aux questions parce qu'elle a été annoncée, maintenant on l'attend. On espère qu'elle sortira parce que forcément, tant sur le fond que sur le formalisme de ce CDD, finalement, on n'a aucune précision particulière. Donc il faut quand même conserver toutes les clauses obligatoires du CDD de remplacement classique. Petite précision, si vous allez voir le décret qui est tombé aujourd'hui, il cite en fait, il vise des secteurs et en fait, il cite des conventions collectives. Alors, vous avez par exemple la CCN 51, la 66, les centres de lutte contre le cancer, vous avez l'aide à domicile, Croix-Rouge, lien social et familial, etc., etc. Tout le champ de l'ESS est concerné. Si vous n'appliquez pas de convention collective, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser ce dispositif. Pourquoi? Parce que la loi vise les structures, les employeurs qui entrent dans le champ d'application d'un secteur listé par le décret. Or, le ministère, pour se faciliter la tâche, a visé des conventions collectives, mais le fait est qu'on le sait, dans le secteur, beaucoup n'appliquent pas de conventions collectives parce qu'elles ne sont pas toutes étendues. Je pense notamment à ceux qui sont dans le champ d'application de la CCN 51 ou de la 66, mais qui ne l'appliquent pas parce qu'ils n'adhèrent pas à la FEAP ou à Nexem ou ils n'en font pas une application volontaire. Dans cette hypothèse-là, vous pouvez quand même appliquer le CDD multi-remplaçant. Pourquoi? Parce que vous entrez dans le champ d'application des conventions collectives qui sont listées, même si vous ne les appliquez pas. Donc ça, c'est quand même à garder à l'esprit parce que forcément, le décret il porte un petit peu à confusion sur ces thématiques-là. Alors, dernière précision concernant les évolutions légales. Vous le savez certainement, on a une loi qui a été publiée au journal officiel mi-mars, alors c'était le 10 mars de mémoire, qui vient adapter certaines dispositions du droit français au droit de l'Union européenne. Concrètement, le droit français s'est un petit peu fait retoquer sur certaines thématiques et donc pour se mettre en conformité avec une directive européenne, les députés ont voté avec les sénateurs une loi qui vient apporter quelques précisions. Alors, vous avez des précisions notamment sur la période d'essai. Là encore, ça concerne certains d'entre vous. Pourquoi? Parce que la loi permettait, vous le savez, normalement, période d'essai, le Code du travail vous dit c'est 2 mois maximum pour les employés ouvriers, 3 mois maximum pour les techniciens agents de maîtrise, et vous êtes à 4 mois maximum pour les cadres. Il y a une dérogation qui était prévue pour les conventions collectives qui prévoyaient des dispositions plus contraignantes, avec des périodes d'essai plus longues, dès lors que ces dispositions avaient été conclues avant 2008. Cette loi, pour se mettre en conformité avec le droit européen, vient supprimer cette dérogation. Et donc, sachez que pour ceux qui appliquent la convention collective du 15 mars 66, puisque à ma connaissance, dans le secteur, au sein de l'ESS, c'est la seule convention collective ou presque qui déroge finalement à la loi sur ce point-là. On a l'annexe 6 qui prévoit une période d'essai de 6 mois pour les cadres. Jusqu'à septembre 2023, vous pouvez continuer à appliquer ces dispositions, mais à partir du mois de septembre 2023, date d'entrée en vigueur de cette disposition-là, eh bien, vous ne pourrez plus, même si la CCN 66 n'est pas révisée sur ce point-là, vous ne pourrez plus appliquer cette dérogation. Ça veut dire que pour tous ceux qui appliquent la 66, qui embauchent des cadres, à partir de septembre 2023, pensez bien à revoir votre âme sur ce sujet, ça sera 4 mois maximum. Donc cette loi, elle a quand même une incidence pour vous. Elle a également des incidences sur tout ce qui va être information à délivrer aux salariés à l'embauche. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous le verrez, il suffit de regarder voilà, le contenu de la loi. On a tout un tas d'informations que l'employeur doit désormais obligatoirement transmettre aux salariés lors de l'embauche. Il y a 15 informations sur l'entreprise, etc. Et vous avez aussi une obligation d'information vis-à-vis des personnes en situation de contrat précaire.
Je pense notamment aux personnes en CDD, mais également aux intérimaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour tous ceux qui auront 6 mois d'ancienneté au sein de votre structure, au sein de votre association, de votre fondation, de votre entreprise, eh bien, vous aurez l'obligation d'informer ces personnes-là de la liste des emplois disponibles en CDI au sein de l'association, de la fondation. Pour que ces dispositions entrent en vigueur, là encore, on attend le décret d'application, il n'est pas encore sorti. Donc pour le moment, rassurez-vous, vous n'avez rien raté, vous n'avez pas d'obligation d'information particulière, mais guettez bien l'actualité, puisque là, dans les jours, dans les semaines à venir, vous allez avoir de nouvelles obligations, ce qui impliquera aussi de revoir potentiellement vos process au moment de l'embauche et la trame de contrat, la trame de documents annexes que vous allez devoir communiquer. Dernière précision pour l'actualité légale, cette loi qui porte adaptation du droit européen vient modifier certaines dispositions du Code du travail relatives au congé parental d'éducation, relatives au congé paternité notamment. Ce qui est important de savoir si vous avez des questions qui vous sont posées par des salariés sur ces thématiques-là, c'est que cette loi, elle n'est pas du tout rétroactive. Donc j'insiste là-dessus, elle n'entre en vigueur que le lendemain de sa publication, c'est-à-dire qu'elle entre en vigueur le 11 mars 2023. Donc si vous avez des demandes de congé paternité qui vous sont formulées avant l'entrée en vigueur de cette loi, pour information, c'est l'ancienne disposition qui trouve à s'appliquer, notamment sur les questions d'ancienneté, etc. C'est important parce que c'est une question qui a été un petit peu remontée et effectivement, cette loi n'est pas rétroactive, donc attention pour ceux qui ont des demandes en cours. Il faut bien regarder à quel moment la demande de congé paternité ou congé parental vous est formulée pour savoir quelle est la disposition qui s'applique. Pour le congé parental d'éducation, quelle est la modification? Eh bien, on ne compte plus l'ancienneté à partir de la date de naissance de l'enfant, mais à compter de la demande du congé. Donc, il faut avoir 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la demande du congé pour pouvoir bénéficier du congé parental d'éducation. Il y a une petite clarification aussi qui a été opérée, c'est que le congé parental total, c'est-à-dire je ne travaille plus du tout au sein de l'entreprise, eh bien, il est assimilé pour moitié à du temps de travail pour les droits liés à l'ancienneté et uniquement pour ça, hein, c'est pas du temps de travail effectif pour la question des heures supplémentaires, etc. C'est uniquement pour l'ancienneté. Et quand vous êtes en congé parental partiel, c'est-à-dire je travaille par exemple à 60% et je suis à 40% en congé parental, dans cette hypothèse-là, vous êtes comme un salarié à temps partiel et donc tous vos droits liés à l'ancienneté sont maintenu. Pour le congé paternité, c'est pareil, c'est un changement. Et là, attention sur vos logiciels de paye, sur vos process internes. Jusqu'à aujourd'hui, le congé paternité, il n'y avait pas d'assimilation à de la présence effective pour les droits liés à l'ancienneté, contrairement au congé maternité. La loi vient changer la donne à compter du 11 mars 2023 et uniquement à compter de cette date, attention, ce n'est pas rétroactif pour les autres congés paternité qui auraient été pris avant. Eh bien, le salarié qui part en congé paternité voit la totalité de son congé paternité pris en compte dans le calcul des droits liés à l'ancienneté. Liés à l'ancienneté, ça va être quoi? Ça va être les changements de coefficients, ça va être les indemnités de rupture, etc. Par contre, c'est pas du temps de travail effectif. Attention, si vous avez de l'annualisation et que vous décomptez les heures à la fin de l'année pour savoir s'il y a des heures supplémentaires, la période de congé paternité, ce n'est pas du temps de travail effectif. C'est assimilé à du temps de travail uniquement pour les droits liés à l'ancienneté. Pour conclure, tu m'entends? Ouais. Ah ouais. T'allais dire pour conclure, donc je tombais au bon moment, je te laisse conclure. Comme ça. Pour conclure sur cette actualité, vous avez certainement vu passer ça, la question de l'obligation vaccinale. Je ne peux pas faire une actualité légale sans évoquer cette question. La Haute Autorité de la Santé s'est prononcée par voie de communiqué pour la suspension de l'obligation vaccinale, alors des soignants, mais finalement de toutes les personnes qui sont assujetties à l'obligation vaccinale contre le Covid. Ça a pour conséquence que le ministère de la Santé a clairement indiqué qu'il suivrait la position de la Haute Autorité de la Santé. Il suffit d'un simple décret pour suspendre totalement l'obligation vaccinale, c'est prévu par la loi. Aujourd'hui, on n'a pas de projet de décret qui a fuité, mais ce qui est certain, c'est que ça peut arriver dans les jours ou dans les semaines à venir, puisqu'il suffit d'un décret publié au JO. Et donc, guettez l'actualité, parce que ça veut dire aussi que potentiellement, du jour au lendemain, vous allez devoir réintégrer des salariés dont le contrat est suspendu depuis 1 an et demi, voire presque 2 ans. Ça n'a pas d'incidence sur les contentieux en cours. Ça, vous le savez certainement, déjà beaucoup de cours d'appel se sont prononcés sur l'obligation vaccinale et globalement, il y a un consensus. Les salariés se font débouter et l'obligation vaccinale est jugée licite, que ce soit à Paris, mais même en dehors de Paris. Ça n'aura pas d'incidence sur les contentieux en cours. Par contre, ça va poser des questions sur comment vous gérez la réintégration de ces personnes. Vous n'avez pas l'obligation de diligenter une visite de reprise parce que ce n'est pas un arrêt maladie. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas opportun de solliciter une visite auprès du médecin du travail? Comment on va gérer les salariés qui ne veulent pas reprendre leur travail parce qu'ils ont trouvé un job ailleurs? Et là, ça serait assez cocasse que le décret sur l'obligation vaccinale tombe en même temps que le décret sur la présomption de démission.
Parce qu'un salarié qui refuserait de reprendre son poste de travail alors que son contrat avait été suspendu, eh bien, se retrouverait en situation d'abandon de poste. Donc, voilà, on va avoir une articulation entre les dispositions législatives récentes, mais en tout cas, guetter l'actualité sur l'obligation vaccinale. S'agissant de l'actualité conventionnelle, Noémie, je terminerai simplement là-dessus. Effectivement, pas grand-chose à raconter parce que, navré, mais la convention collective unique étendue, ce n'est pas pour demain. Les négociations sont au statu quo. Pour l'instant, voilà, il y a un gros désaccord entre les organisations syndicales. On a une table des négociations qui s'est élargie avec la CFE-CGC qui a intégré les négos. Donc, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Gardez juste en tête qu'en termes d'actualité conventionnelle, ne regardez pas que votre convention collective, regardez aussi les accords nationaux interpro. J'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que vous le savez, Nexem FEAP ont adhéré à la CPME, CPME qui est signataire des accords nationaux interprofessionnels qui sont aujourd'hui agréés. Ça veut dire que là, on a un accord national interpro sur notamment la transition écologique qui va avoir des incidences dans les entreprises, notamment sur la compétence du CSE, etc. Vous êtes concerné par cet accord national interpro qui est mis à la signature en ce moment. Pourquoi? Parce que cet accord national interpro a été signé par les CPME et va être agréé. Voilà. J'en ai fini, Noémie, je te laisse prendre le relais. Merci beaucoup Cécile d'avoir accéléré le rythme et j'espère que tu as réussi à respirer un petit peu. On a juste une question, donc on peut juste y répondre et comme ça on donne tout de suite la parole à Stéphane. C'est Madame Jean-Catharina qui nous demande pour les communications à venir que tu évoquais au tout début de ton intervention auprès des salariés. Comme tu parlais aussi de la CC66, est-ce que ça concerne aussi ceux qui relèvent de la 51? Pour les communications à venir sur quoi? Je crois qu'on était sur la question des... Est-ce que... Peut-être préciser. Madame Jean-Catharina, si vous pouvez... Pour les communications à venir pour les salariés, c'était évoqué qu'il fallait communiquer auprès de ses salariés. C'était au tout début de ton intervention. Alors, si c'était au tout début, c'était sur la... Parce qu'au tout début, c'était tout ce qui était présomption de démission, donc je ne pense pas. Ce qu'il faut, si c'était pour le CDD multi-remplacement, ce n'est pas... Oui, je pensais que c'était ça. Stéphane dit que c'est uniquement pour les adhérents FEAP et Nexem, donc 51-66. Bon, je laisse Stéphane répondre du coup par l'écrit dans le chat, parce que c'est vrai que quand on est à l'oral, c'est compliqué de voir le défilé. Oui, je le surveille pour toi. Ça marche. Du coup, je te laisse reprendre le relais et Stéphane, à toi la parole. Merci Cécile pour cette présentation des différentes actualités législatives et conventionnelles. Alors un petit tour rapide maintenant des jurisprudences pour attaquer le dernier morceau qui concernera la mise en place, le renouvellement du CSE. Donc on a eu 3-4 décisions qui ont été rendues courant du mois de mars sur la thématique de l'inaptitude, alors qui est une thématique quand même assez fréquente dans le secteur. Hein. On a au cabinet et vous êtes confronté régulièrement à cette thématique de l'inaptitude. Une décision a été rendue le 29 mars 2023 qui vient croiser une autre thématique un peu moins courante dans le secteur, quoique c'est celle du télétravail. Et donc on vient nous dire par cette décision que l'employeur n'exécute pas loyalement son obligation de reclassement lorsqu'il n'aménage pas en télétravail le poste d'un salarié déclaré inapte par le médecin. Dans cette hypothèse-là, évidemment, le médecin, parmi les aménagements de poste qu'il avait proposés, figurait le télétravail. Et deuxième niveau de réflexion, parce que sinon vous allez nous dire mais comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place cette décision, le poste du salarié concerné permettait de télétravailler à 100%, ce qui donc concerne a priori pour notre secteur, globalement, que des fonctions, on va dire, support et administratives. Donc, c'est une décision du 29 mars 2023, télétravail, reclassement, condamnation de l'employeur. Deuxième décision, toujours du mois de mars, mais cette fois-ci le 1er mars, et celle-ci, pour le coup, je sais que plusieurs clients, parce qu'on en avait discuté sur les réseaux sociaux, étaient assez interloqués par ce qui, au final, n'est qu'une confirmation d'une décision assez ancienne de la Cour de casse. On vient nous dire que lorsque l'employeur n'a toujours pas reclassé le salarié post-délai d'un mois, reconnaissance de l'inaptitude, vous savez, on doit reprendre le salaire. Dans ce genre de situation, il est très fréquent que le salarié soit toujours en arrêt maladie. Et donc se pose la question de quel est le maintien de salaire que je vais faire de mon côté employeur
est-ce que je vais, et là il y a plusieurs sous-hypothèses, est-ce que je vais retrancher de ce versement de salaire les IJSS que j'ai potentiellement obtenus si je fais de la subro, première hypothèse. Est-ce que ce maintien de salaire s'entend d'un double salaire? Puisque dans beaucoup de conventions collectives, on a un maintien de salaire à 100%, c'est-à-dire qu'on n'a pas uniquement une déduction des IJSS. Et bien la Cour de cassation nous dit quoi par cet arrêt du 1er mars 2023? Elle nous redit que le maintien de salaire doit s'entendre en dehors de toute déduction des IJSS. Ce qui veut donc dire que le salarié, dans cette situation-là, à minima, il va percevoir son maintien de salaire et également le bénéfice des indemnités de suggestion, des indemnités de sécurité sociale. Pardon. Et donc, le dernier point qui est posé en termes de questionnement, c'est est-ce que le salarié peut avoir carrément un double salaire, à savoir les IJSS plus, en application des dispositions conventionnelles, le maintien de salaire qui est inhérent au fait d'être en arrêt maladie et de percevoir des IJSS. On a les conventions de 66-51 qui prévoient expressément ça. Et une sorte de sanction qui serait liée au fait de ne pas avoir reclassé ou licencié le salarié dans le délai d'un mois. C'est-à-dire que j'aurais mes IJSS plus mon maintien de salaire, plus un deuxième salaire qui correspond à la sanction visée par les dispositions du Code du travail. De notre côté, pour éviter d'avoir ce débat-là, il faut impérativement terminer cette procédure de reclassement dans le délai d'un mois, comme ça on évite à se poser ce genre de questions. Mais clairement, IJSS ne va pas pouvoir être retranché du maintien de salaire. Donc est-ce qu'on fait IJSS plus maintien de salaire, ou est-ce que l'on fait IJSS, maintien de salaire plus salaire? Il y a encore un point d'interrogation, même si la tendance va clairement vers un double salaire. Encore un arrêt qui vient confirmer, et on va le rappeler parce que c'est en répétant les choses qu'on va pouvoir solutionner certains contentieux. Donc toujours le 1er mars 2023, la Cour de casse nous rappelle que les recherches de reclassement doivent impérativement correspondre aux recommandations du médecin du travail. C'est-à-dire que si vous proposez des postes qui sont à des années-lumière de ce qui est proposé par le médecin du travail en termes d'aménagement de poste, on ne va pas pouvoir venir plaider en cas de contentieux que nous avons respecté et réalisé de façon loyale notre recherche de reclassement. Donc ça, c'est du grand classique, mais prenez attention à ces points qui concernent vraiment l'inaptitude, qui est une thématique sur laquelle la Cour de cassation avance touche par touche pour vraiment construire un cadre jurisprudentiel et vraiment un guide pratique à destination des employeurs sur la mise en œuvre de ces procédures-là. Deuxième thématique de cette actualité jurisprudentielle, on est sur un sujet intéressant qui est celui de la détermination du statut de cadre dirigeant. Pourquoi c'est un sujet intéressant, celui de cadre dirigeant? Parce que déjà, ça vient faire un peu un pont avec la dernière partie de l'intervention qui va concerner le CSE et qui est électeur et qui est éligible. Et on a de plus en plus dans le secteur des contentieux qui portent sur la question de la durée du travail. Et plus précisément, la question des heures supplémentaires, du respect des durées hebdomadaires quotidiennes, des durées maximales hebdomadaires journalières. Et ça concerne des directeurs d'établissement, des DRH, des directeurs administratifs et financiers, des DG, qui, à l'occasion d'un départ, peuvent saisir, évidemment, un conseil de prud'homme pour aller revendiquer le bénéfice d'heures supplémentaires. Alors, je passe sur, on va dire, les dispositions conventionnelles, notamment celle de la Convention de 66, avec le forfait tout horaire, avec le non soumis à horaire préalablement établi, enfin bref, des concepts un peu nébuleux en matière de temps de travail. Là, on est vraiment sur la notion de cadre dirigeant. L'un des arguments qui est parfois opposé à ce genre de demande, c'est-à-dire je suis un cadre, je demande des heures supplémentaires, l'employeur peut être tenté d'opposer à ce salarié le statut de cadre dirigeant. Et ce statut de cadre dirigeant, il n'est pas contractuel. C'est-à-dire que quand bien même on indiquerait dans un contrat de travail que le cadre est aux 35 heures, eh bien, d'un point de vue contentieux, je peux tenter de démontrer que ce cadre dont le contrat de travail indique expressément qu'il est à 35 heures, qu'il est à 39 avec des JRTT, qu'il est non soumis à horaire préalablement déterminé, qu'il est cadre forfait tout horaire, je peux quand même tenter de démontrer qu'en réalité, il avait la qualité de cadre dirigeant. Alors, cadre dirigeant en 3 mots, qu'est-ce que c'est? Autonomie dans l'exercice des fonctions,
participation aux décisions de l'entreprise, et il a une rémunération qui se situe dans les plus hauts niveaux de rémunération de l'entreprise. Donc, c'est les 3 critères classiques de détermination du cadre dirigeant. Et ensuite, on va rentrer dans un débat purement factuel. Et c'est à nouveau ce que vient de faire la Cour de cassation le 15 mars 2023. Alors, c'était pour une association, mais pour une association de protection sociale, donc ce n'est pas une association du secteur. On était en présence d'un directeur des ressources humaines qui a fait, on va dire, le dossier, je ne vais pas dire classique, mais qu'on a au cabinet de « je demande des heures supplémentaires » et on est généralement sur des quantums assez costauds. Moyen de l'employeur, vous étiez cadre dirigeant, vous n'êtes donc pas concerné, puisque l'intérêt est là, vous n'êtes donc pas concerné par les dispositions relatives à la durée du travail dans 90% des cas. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Et là, la Cour de cassation se livre à une analyse de la situation particulière de ce salarié, qui avait donc une subdélégation de pouvoir qui émanait du directeur général, qui lui-même avait la délégation de pouvoir qui émanait du conseil d'administration. Bref, un schéma, tout ce qu'il y a de plus classique dans le secteur associatif, CA ou président, qui subdélègue, ou qui délègue, pardon, au président, qui lui-même subdélègue au DRH, au DAF, au directeur des opérations, peu importe. Et donc, tout le débat portait sur est-ce que le fait d'être en subdélégation de pouvoir et de ne pas signer les lettres de licenciement, de ne pas participer aux entretiens préalables, est-ce qu'on pouvait dire que seulement sur le papier, c'est-à-dire le fait d'avoir une subdélégation de pouvoir, est-ce que ça suffisait pour être assimilé à un cadre dirigeant, ou est-ce que l'on devait regarder concrètement le contenu de cette subdélégation de pouvoir et voir concrètement ce que pouvait faire ce DRH? La réponse de la Cour de cassation, elle est évidemment sans surprise. On ne s'arrête pas aux documents qui sont signés par le salarié, puisque je vous ai dit en introduction que même un contrat de travail qui vient de nous parler de 35 heures, je peux le combattre en venant démontrer qu'en réalité, il était cadre dirigeant. Eh bien, même chose pour la délégation de pouvoir. La Cour de cassation ne va pas s'arrêter à cet instrument-là, qui va faire partie d'un faisceau d'indices permettant de déterminer si oui ou non ce salarié-là a le statut de cadre dirigeant. En l'espèce, la Cour est venue nous dire, avec la particularité, et je vais faire très court, que la convention collective prévoyait que n'avait que le statut de cadre dirigeant des salariés qui avaient une délégation qui émanait directement du CA, donc en gros uniquement le DG, la Cour relève quand même que le salarié ne signait pas les lettres de licenciement, ne participait pas aux entretiens préalables, ne participait pas aux réunions de CSE, bref, tous ces indices-là ont permis à la Cour de cassation de venir dire que ce salarié, DRH, n'avait pas le statut de cadre dirigeant et qu'il pouvait donc prétendre au versement d'heures supplémentaires. Donc c'est un sujet qu'on sent monter un peu dans le secteur, tant d'un point de vue des contentieux individuels, voire des fois collectifs, qu'au niveau de l'inspection du travail qui commence à mettre le nez de façon assez importante dans les questions de temps de travail, de durée de travail, de contrôle du temps de travail pour les associations du secteur. Donc grande vigilance sur ce point, puisqu'on a également des développements pénals possibles sur ces sujets. Dernière jurisprudence, je vois qu'il est 11h40, tout va bien. Dernier point jurisprudentiel. Alors c'est une décision un peu atypique, parce que généralement, ce qui se passe, c'est l'inverse. La Cour de cassation, pendant très longtemps, et encore récemment, nous dit on ne peut pas dissocier la mise à pied à titre conservatoire de la convocation à l'entretien préalable. Ça doit être fait dans un temps le plus restreint possible. Et si vous dissociez les deux, c'est-à-dire je mets d'abord à pied le salarié à titre conservatoire et 5 jours, 1 semaine, 10 jours, je le convoque à un entretien préalable, vous allez devoir me démontrer pourquoi il y a un tel délai. Donc, soit vous avez fait une enquête et vous me justifiez de l'enquête, soit il n'y a pas cette procédure qui a été mise en œuvre et et là je vois, ok c'est bon, est-ce que je suis revenu? Je pense que oui, ça a coupé. On vient venir nous dire que la mise à pied conservatoire a la nature d'une mise à pied disciplinaire, on ne peut pas être sanctionné 2 fois pour les mêmes faits, plié, rideau. Là, le sujet, il est différent. Le salarié a d'abord été convoqué à un entretien préalable sans mise à pied. Et ensuite, il a été mis à pied à titre conservatoire. Donc on est dans la logique inverse. D'abord convocation et ensuite mise à pied. Et ça, on a déjà eu le sujet au cabinet de se dire le salarié, par exemple, est en arrêt maladie, je n'ai aucun intérêt à le mettre à pied à titre conservatoire. Si jamais il revient et que son arrêt maladie s'arrête, à ce moment-là, eh bien, je vais le mettre à pied à titre conservatoire. Et bien, la Cour de cassation, elle vient de nous dire, même punition, même sanction,
dès l'instant que vous ne me démontrez pas que de nouveaux faits sont intervenus postérieurement à la convocation en entretien préalable. Donc on est vraiment dans une logique, vous allez pouvoir mettre à pied à titre conservatoire le salarié après la convocation, que si et seulement si vous allez être en capacité de démontrer l'existence de faits nouveaux. Et si on va encore plus loin dans le raisonnement, ça veut dire que s'il y a de nouveaux faits, est-ce que potentiellement je ne devrais pas à nouveau convoquer le salarié? Bref, petite ouverture sur un autre sujet. C'est ce que vient de dire la Cour de cassation le 22 mars 2023. Cette mise à pied sans que la moindre justification n'ait été fournie par l'employeur concernant ce décalage, eh bien, à la nature d'une mise à pied disciplinaire, de sorte qu'un salarié ne peut pas être sanctionné 2 fois pour les mêmes faits. Le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Voilà pour ces actualités jurisprudentielles. On passe maintenant à la dernière partie qui va concerner le CSE et le renouvellement du CSE. Vous êtes tous a priori dans une séquence où vous avez soit mis en place vos nouveaux interlocuteurs parce que vous étiez sur une première élection du CSE début 2018, fin 2018, soit vous êtes tous en mode préparation du renouvellement. Et on va dire que la majorité des clients du cabinet sont plus dans cette tranche-là de renouvellement des instances représentatives du personnel à horizon fin 2023. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire comme évolution, ou en tout cas comme point de vigilance sur le sujet des élections professionnelles? Le premier point, qui à mon sens est fondamental parce que beaucoup de clients se sont rendus compte que les instruments qui ont permis de mettre en place la première fois le CSE avaient une nature juridique particulière. On le sait, on a normalement 2 instruments, 2 vecteurs juridiques. On a un accord collectif ou une décision unilatérale venant parler du périmètre d'implantation des CSE, et on a potentiellement un autre accord collectif qui vient parler des modalités de fonctionnement du CSE. La première chose à regarder, c'est est-ce que ce sont des accords collectifs à durée déterminée, c'est-à-dire pour le cycle électoral qui va donc trouver une échéance, et dans ce cas-là, je repars d'une feuille blanche, ou est-ce qu'au contraire, comme beaucoup de clients l'ont fait, on est sur des accords collectifs à durée indéterminée, ce qui veut donc dire que je vais devoir réviser des accords collectifs et pas seulement reprendre depuis une page blanche. Donc, regardez déjà quel est l'instrument juridique ayant mis en place, 1, vos CSE, et 2, le fonctionnement du CSE. Ensuite, vous avez évidemment à anticiper votre calendrier de négociation avec justement cet accord collectif de mise en place du CSE, sur quel périmètre, est-ce que mes établissements distincts ont bougé, est-ce que aujourd'hui, à l'épreuve de ce qui s'est passé depuis 3 ou 4 ans, eh bien, je considère que d'avoir multiplié les CSE d'établissements, ce n'est en réalité pas une bonne solution. Et donc, je vais potentiellement, comme le font certains clients, rebasculer en CSE unique. Est-ce que je vais également venir remettre en cause des commissions santé, sécurité, conditions de travail qui ont été mis à un niveau un peu trop bas, et je les ai multipliés et je me suis rendu compte qu'en réalité, ça fonctionnait à vide. C'est-à-dire, en gros, il y a vraiment un enjeu, on va dire, d'audit du fonctionnement de vos représentants du personnel pour revenir en négociation avec ces mêmes représentants, les délégués syndicaux, pour leur dire, on a fait un peu un audit de ce qui s'est passé sur la précédente mandature et notre proposition aujourd'hui, elle est différente potentiellement de ce qui a été fait sur les 4 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette démarche-là qui doit être entreprise avant de lancer votre négociation sur le périmètre et bien évidemment avant de lancer votre négociation sur le protocole d'accord préélectoral. Et donc, je me fais ma propre transition puisque Noémie n'apparaît pas, mais c'est pas grave. Protocole d'accord préélectoral, on a aujourd'hui un courant de jurisprudence cour de casse très fort sur la thématique de la loyauté. Et ce qui est assez intéressant, c'est que beaucoup de clients ont tous reçu à peu près le même courrier d'une organisation syndicale que je ne vais pas citer pour leur demander à peu près tous la même chose. Et c'est très intéressant parce que les demandes qui sont formulées par cette organisation syndicale dans le cadre de la négociation du protocole d'accord préélectoral sont exactement dans le prolongement, dans la continuité de cette notion de loyauté dans les négos et de communication de pièces avant la négociation du PAP. Et donc, on a énormément de demandes au cabinet sur le thème, mais maître, est-ce qu'on doit vraiment communiquer à telle organisation syndicale, tel document, dans le cadre de la négociation du protocole d'accord préélectoral? Et donc, tout ça se rattache au sujet de la loyauté de l'employeur dans la négociation
du protocole d'accord préélectoral. Si jamais vous avez une juridiction qui considère que l'employeur n'a pas respecté cette obligation de loyauté, la sanction c'est quoi? C'est l'annulation pure et simple des élections. Alors vous imaginez un syndicat qui vous demande la communication des listes électorales, qui vous demande précédente, qui vous communique, qui vous demande la communication des délégations de pouvoir des salariés, qui vous demande la communication du document unique de délégation. Comment est-ce qu'on va réagir à ce genre de demande en lien avec l'obligation de négocier loyalement? Un dernier arrêt a été rendu par la Cour de casse au mois de mars 2023. Donc c'est vraiment, le mois de mars a été très prolifique au niveau de la Cour de casse. C'est un arrêt du 22 mars 2023. Eh bien, on vient nous dire que l'employeur qui n'a pas communiqué les éléments permettant au syndicat de vérifier la régularité des listes électorales et donc de déterminer quel salarié va dans tel collège, eh bien, il ne respecte pas son obligation de loyauté, de sorte que les élections sont annulées. Donc ça, c'est vraiment un point très important et qui se développe beaucoup. Faites très attention aux demandes qui vous sont faites. Je parle bien de demandes, c'est-à-dire que si on ne vous demande rien, vous n'aurez rien à communiquer. Il faut qu'une demande soit faite, mais dès l'instant qu'il y a une demande effectuée par une organisation syndicale dans le cadre du PAP, petit warning, attention, il faut vraiment déterminer si ça doit être communiqué ou pas. Il est 50, encore une minute sur un point. C'est celui qui fait également le lien avec ce que je viens de dire sur la négociation du PAP. Vous savez qu'il y a eu une évolution par rapport aux salariés électeurs et éligibles. Donc maintenant, les salariés éligibles, c'est 100% des effectifs, enfin, sauf évidemment les sujets pour l'âge, etc. Mais pour faire simple, les directeurs, DRH, DAF, DG sont aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant, électeurs. Et pour être éligible, on a réintroduit les fameux critères d'avoir une délégation d'autorité de la part de l'employeur ou d'avoir représenté l'employeur dans le cadre des représentants du personnel. C'est ce qui va permettre de mettre de côté le caractère éligible du salarié. Et on a là encore cette même organisation syndicale, et là vous avez compris a priori de laquelle je parle, qui demande désormais la communication des documents uniques de délégation et des délégations de pouvoir pour déterminer si une grosse partie de ces troupes peut être éligible ou non. Et donc, on a beaucoup de clients qui reçoivent ce genre de demande, à savoir communiquez-nous les DUD et les délégations de pouvoir des chefs de service, des directeurs, etc., pour déterminer si oui ou non, ils sont non seulement électeurs, mais aussi et surtout éligibles. Donc, c'est vraiment là le point de vigilance sur le PAP. Prenez garde aux demandes qui sont faites par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation. Noémie, c'est à toi. Merci beaucoup Stéphane. Eh bien, deux présentations très denses. On va passer directement. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions. Peut-être que vous pouvez vous reconnecter tous les deux parce que je vais donc vous relayer la question de Monsieur Abdaoui qui concerne le télétravail en disant, donc il rebondissait sur une des jurisprudences et la question c'est est-ce que le télétravail, l'arrêt en question ne repositionnait pas le télétravail, en tout cas ne repositionnait pas la médecine du travail comme un juge de la politique de l'employeur, de ce qu'il aurait défini par exemple comme métier ou comme fonction éligible dans l'association qui aurait signé un accord, qui aurait prévu des dispositions sur le sujet. Je ne sais pas si j'ai bien traduit la question. On imagine le cadre où on a une charte ou un accord collectif qui a été conclu au sein de cette association, qui vient lister a priori le type de fonctions qui sont éligibles au télétravail. Alors, permanent, on va dire, ou en tout cas de façon pendulaire, bref, pas le télétravail exceptionnel qui est un autre pan, on va dire, de la législation sur le télétravail. Et dans le cadre de cet avis d'inaptitude, on aurait un médecin du travail qui viendrait nous dire, je caricature, dans mon accord collectif, j'ai exclu par exemple les éducateurs SP, le salarié est déclaré inapte, il est éducateur SP, le médecin du travail me dit, vous allez le replacer en télétravail. Donc ça veut dire que c'est le médecin du travail qui est donc je suis d'accord avec cette position-là, mais il ne faut pas oublier que les décisions du médecin du travail, elles peuvent faire l'objet d'une contestation aussi. C'est-à-dire que la contestation, c'est quoi? C'est saisine d'un conseil de prud'homme dans un délai certes rapide. Alors, on peut aussi avoir un échange avec le médecin pour lui expliquer que ce n'est pas télétravaillable. Mais oui, il y a une sorte d'inhibition du médecin du travail dans le cadre des recommandations
sur, on va dire, le cadre juridique qui peut exister au sein de l'association. Donc c'est là où... le fait dans l'intérêt de la santé aussi du salarié, certainement. Et qui le fait dans l'intérêt de la santé du salarié, puisque le rôle du médecin du travail, c'est évidemment de maintenir coûte que coûte le salarié dans l'emploi. Donc si pour maintenir coûte que coûte le salarié dans l'emploi, il faut passer par du télétravail, c'est manifestement la préconisation, recommandation qui avait été faite par ce médecin du travail et qui donc n'avait pas été contestée par l'employeur. Mais attention, hein, dans cette hypothèse-là, le poste était télétravaillable à 100%. D'accord. Donc il y a aussi, je pense qu'on est dans un cas d'espèce, un cas très particulier. On ne peut pas faire une généralité de cette décision. Donc entendez-vous bien avec le médecin du travail. On a une autre question, donc concernant le dernier sujet sur les négos PAP. Est-ce qu'une organisation syndicale pourrait demander la transmission d'un éventuel diagnostic du précédent mandat du CSE? Non, ça je ne vois pas en quoi ça viendrait participer de la négociation loyale du PAP. Nous, vraiment, ce qu'on a comme demande, c'est les anciennes listes électorales, les procès-verbaux des résultats des anciennes élections qui sont accessibles sur le site public, donc il n'y a pas de sujet. Là où ça commence à devenir un peu plus touchy, c'est quand on discute du DUD, donc document unique de délégation pour ceux qui y sont soumis, ou des délégations de pouvoir. Et là, communiquer des délégations de pouvoir nominatives, ça commence, à mon sens, à devenir complexe. Maintenant qu'on vienne communiquer une trame de délégation de pouvoir anonymisée pour dire, voilà, tel type de population à telle délégation de pouvoir, tel autre à telle délégation de pouvoir, c'est à peu près certain que si on ne communique pas ces éléments-là de façon spontanée, s'ils nous sont demandés, on a un risque important de voir annuler les élections. Si jamais les scores, les représentativités ne sont pas celles attendues par l'organisation syndicale, elle a un levier. Alors Stéphane, on va faire un petit peu de gymnastique et on va revenir au sujet juste avant. Sur le pouvoir entre guillemets du médecin du travail par rapport au télétravail. Une demande de précision, quid si le poste est télétravaillable à 100%, parce que la jurisprudence que vous évoquez, il y avait cette limite, et que le salarié n'est pas assez compétent pour. Mais alors, est-ce que là, c'est pas finalement un autre sujet qui est celui de qui on a recruté pour tel poste et pourquoi on le maintient? Ou alors c'est plutôt une question de compétence pour exercer son emploi à distance et donc peut-être une question d'autonomie. Oui, parce que ça fait partie des conditions classiques que l'on met dans les accords collectifs ou les chartes sur le télétravail. C'est une liste de postes et deux, que le salarié dispose des compétences permettant de travailler à distance. Bon, là, vraiment, hein, on est sur une décision qui concerne un profil de poste bien particulier. Il ne faut pas en faire une généralité. C'est pour un peu élargir effectivement le propos de attention. Si le médecin du travail vous propose, en tout cas indique que le télétravail permettrait de maintenir le salarié dans l'emploi et qu'on s'y oppose frontalement et qu'on ne fait aucune tentative sur ce point-là ou qu'on ne conteste pas l'avis, il y a un risque à ce qu'un conseil de prud'homme, une cour d'appel vienne nous dire vous n'avez pas loyalement mis en œuvre votre charte de reclassement. On est plus sur cette thématique-là. Après, le salarié, on imagine qu'il y a eu une discussion entre le médecin du travail et le salarié, que le salarié est OK pour aussi télétravailler. Mais on pourrait tout à fait imaginer qu'un médecin du travail complètement hors sol propose ça, alors que le salarié lui-même n'est pas dans une logique de télétravailler. Donc, voilà, comme tu l'as dit, Noémie, il faut être dans le dialogue dans un premier temps avec le médecin, puisqu'on se souvient que la procédure pour inaptitude impose aujourd'hui qu'il y ait un échange entre l'employeur et le médecin du travail. Après, vous allez me dire, et on va peut-être avoir des commentaires, tout ça, il ne se passe pas grand-chose dans la vraie vie, c'est vous qui êtes hors sol maître, peut-être, mais en tout cas, il y a cet instant-là, et ensuite, vous pouvez discuter avec lui, vous pouvez contester, il peut reprendre un avis, bref, il y a plein de choses qui sont possibles. Dernière, Noémie, si je peux me permettre de te couper, petit live instant, le ministère du Travail vient à l'instant, donc ce 13 avril, de publier la foire aux questions sur le CDD multi-remplacement sur son site internet. Donc je ne peux que vous inviter, on le relaiera sur la page du cabinet, mais allez consulter le site du ministère du Travail. Ils ont dû nous entendre. Ceux qui sont intéressés.
Ils nous ont dû nous entendre. La foire aux questions, il y avait un projet qui avait commencé à fuiter, mais avec beaucoup d'annotations, des ratures. On s'est dit, bon, on va pas trop en parler parce que potentiellement, il va être complètement retiré. Et effectivement, il vient d'être publié. Donc n'hésitez pas. Alors, on évoquait justement l'opportunité que dans un prochain magazine Direction, dans la rubrique droit du travail, on puisse justement, et que le cabinet puisse notamment faire le décryptage. Oui, Stéphane, on te l'annonce, mais on échangeait avec Cécile et on se disait que pour le prochain numéro, ce serait bien de faire ce décryptage sur ce texte. Et on attendait la foire aux questions. Donc, je pense qu'ils ont attendu, ils nous ont entendus et qu'ils se sont dit, ils attendent que ça pour faire un article. Donc, voilà, ce sera je peux vous annoncer que ce sera pour le prochain numéro. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup à tous les deux pour la densité de cette actualité décryptée de façon aussi claire et synthétique. Peut-être que, donc déjà, je vous l'ai dit en introduction, vous aurez le replay si vous voulez pouvoir repasser un certain nombre de précisions. Vous pouvez aussi retrouver un certain nombre de ces sujets dans les précédents numéros ou dans les suivants, puisque je vous l'annonçais déjà sur CDD petits remplacements, notamment sur le CSE. On a publié, le cabinet a rédigé très récemment une fiche pratique spécifique sur présider le CSE. Voilà, merci à tous d'avoir été si nombreux pour ce nouveau rendez-vous. On vous donne rendez-vous avant l'été pour la prochaine édition de ce Social Club. Et puis, je me disais que peut-être que je n'étais pas la seule à m'être cachée aujourd'hui, puisqu'on n'a pas eu le plaisir de faire la connaissance avec votre nouvelle recrue, votre chat au cabinet, qui, au-delà de votre expertise, vous aide également à faire le buzz sur LinkedIn. Donc, peut-être que vous étiez déçus que Stéphane ne soit pas visible, mais moi, j'aurais bien voulu voir votre chat. Promis, il sera là la prochaine fois. Il est derrière la porte. D'accord. Merci à tous. Merci encore Stéphane et Cécile. Et puis, on vous dit à très bientôt. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci, à bientôt. Au revoir.